Depuis l'aube des temps, nous incarnons les énergies éternelles. Énergie qui se manifeste dans chaque époque, chaque culture, chaque civilisation. Aujourd'hui, nous racontons leur histoire, celle de l'humanité. L'histoire du masculin et du féminin sacré. Nous sommes des êtres de la Terre en harmonie avec la nature. La Terre Gaïa est notre déesse mère, le soleil Hélios est notre Dieu Père. Les esprits de nos ancêtres parlent à travers nous et nous enseignent les mystères de la vie présents dans chaque battement de notre cœur. Vois ces symboles, ces idéogrammes tracés par nos ancêtres. Ici, ils ont représenté leurs espoirs, leurs prières. Ils racontent notre histoire, celle de l'humanité, qui nous a menés jusqu'ici sous l'œil bienveillant de la déesse mère et du Dieu Père. La déesse mère, c'est la terre, ô Gaïa, source de toute vie. Tu fais germer la graine de tes formes généreuses. Tu incarnes l'abondance, la fertilité, la naissance. Sans toi, rien ne naît, rien ne croît. Dans tes artères coule la sève, comme coule la sève de l'arbre ou le sang animal. Oui. Tu es à la fois créature et créatrice, artiste et nourricière, lien divin entre nature et culture, connexion avec notre monde spirituel. Le Dieu Père, c'est le soleil. Tu es feu sacré, feu divin, notre lien avec les esprits aériens et subtils. Chacune de tes flammes est un rappel de la force du guerrier, de l'élévation de son âme. Je suis le chasseur, le protecteur. Mon rôle est de subvenir à nos besoins, de protéger notre clan des dangers, de... Et voilà, eh ben voilà, c'est reparti. Le viril, l'invincible qui se prend pour Dieu. Mais... Attendez, des clichés, des archétypes, des stéréotypes, et dire que dans 12 000 ans on en sera encore là. Mais ne t'énerve pas, ma chérie. Toi, tu gardes le foyer, prends soin de nos enfants, assure gîte et couvert, et vois le côté positif des choses. Tu es devineresse, prophète avant l'heure, guérisseuse, chamane, capable de vision à très long terme. Et bla, vas-y, raconte-moi la messe. Enfin, qui autre que toi peut prétendre imaginer voir ce qui sera dans 12 000 ans? En fait, nous sommes dans la perfection d'une complétude. Ah oui, c'est vrai. Nous sommes complémentaires. Et comme nous y mettons beaucoup d'amour, le M de ceux qui s'aiment s'y est immiscé pour faire de nous des complémentaires sacrés. Sans les 4 éléments que nous venons d'évoquer, la terre et l'eau, énergie féminine, ainsi que le feu et l'air, énergie masculine, pas une vie, pas un souffle ne serait possible. Et c'est cet équilibre qui fait de nous des êtres complets. Nous honorons la déesse mère et le Dieu Père, non pas comme des entités séparées, mais comme les parties d'un tout sacré et immuable. Oui, une entité androgyne en quelque sorte. Non. En ce qui nous concerne, ce concept n'est envisageable qu'à l'échelle divine. Mais dans quelques milliers d'années, l'humanité devenue orgueilleuse, impie et mécréante se le réappropriera pour elle-même. Les LGBT m'ont que sur la commode, ils appelleront ça. Commode? Ah bon, il y en a qui seront à la fois masculins et féminins? Non, pas tout à fait, mais certains d'entre eux, pas tous, perdront leur identité de genre et n'arriveront plus à se situer en tant qu'homme ou femme. Oula, mais cela risque de nuire gravement à notre santé, ça, et de mettre en péril la survie de notre espèce. Et puis, comment ils feront pour se reproduire s'ils ne savent plus qui ils sont? Eh oui,
Une véritable perte de sens et de repères pour des générations en devenir. C'est bien triste. J'en reviens pas. Comment c'est possible? Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons déjouer tous les dangers. Oh, j'ignore quand le temps dont tu parles viendra, mais il me semble bien loin. Quant à toi, ma guérisseuse, tu prends soin de nos corps apportant, et de nos âmes, apportant la vie et la guérison là où il y en a besoin, dans l'instant présent, ici et maintenant. Oui, et c'est dans cette union que nous trouvons notre force et notre paix. Oui, nous devons continuer de raconter notre histoire au travers de ces symboles pour que nos enfants comprennent l'importance de cet équilibre sacré. Et qu'un jour, peut-être, qui sait, dans 5, 10 ou 15 000 ans, nos savoirs ancestraux reviennent à la mémoire de quelques-uns. Nous devons continuer de les guider vers la lumière pour que chaque homme, chaque femme comprenne qu'ils ont un rôle important à jouer, que leur union est le fondement même de notre humanité. Je voudrais bien y croire, mais malheureusement l'orgueil, la fatuité, la soif du pouvoir, le désir d'être chef, et aussi une chose qui nous est aujourd'hui étrangère, va gravement corrompre l'humanité dans les siècles à venir, et ce, très rapidement. Et quoi donc? Un truc qu'ils appelleront d'abord fortune, puis argent, et enfin fric. Fric? C'est à manger, comme fricassé? Ben non, justement. Jamais assez. Ils en voudront toujours plus. Des choses utiles et inutiles qui les asserviront et leur donneront l'illusion d'être quelqu'un d'important, alors qu'ils ne seront que dans le paraître et l'avoir. Mais pourquoi? Dans quel but? Déshumanisation, désir d'hégémonie, profanation, pornographie, le culte du corps, la flatterie de l'ego au détriment de l'âme. Pornographie? Mais c'est quoi ce truc? Une désacralisation du corps dépourvu de toute notion de respect et d'amour. Un étalage obscène, malsain, sans âme, décomplexé et pervers de la sexualité dans tout ce qu'elle a de plus trivial et pervers. Il y en a qui feront ça, mais pourquoi? Vice, esclavage, domestication, asservissement, privation de liberté, qui du reste ont déjà commencé. Quoi, tu rigoles? Écoute, nous étions libres marcheurs dans la savane et les forêts. Mais où veux-tu en venir? Écoute-moi, regarde-moi. Nous avons domestiqué le feu pour cuire nos aliments, fabriqué des outils rudimentaires pour nous attaquer à des proies de plus en plus massives. Et au fil du temps, nous avons perfectionné nos appareils. Mais nous étions libres et égaux au sein des tribus. Ok, mais je vois toujours pas le rapport. J'y viens. Un jour, il n'y a pas si longtemps, sans que l'on sache vraiment pourquoi, nous nous sommes sédentarisés. Nous avons commencé à défricher, mis nos terres en culture. Nous avons domestiqué les animaux pour leur lait, leur viande, leur fourrure, leur laine, leur graisse, dont nous faisons les flambeaux. Tu le vois pas venir, le loup. Le loup? Mais quel loup? Celui que certains, dans des contrées lointaines, il y a beaucoup de zones habitées dont nous n'avons pas idée dans notre monde. De l'autre côté de la rivière? Mais bien au-delà, par-delà les montagnes et les vallées, le loup donc, que certains ont déjà domestiqué et que nous n'allons pas tarder, nous aussi, à apprivoiser pour en faire notre plus fidèle ami. Un chien, ça s'appellera. Et puis on va aussi sélectionner des individus selon des caractéristiques précises pour en faire différentes races. Ça te fait toujours pas tilt? Tilt? Toi, tu vois ça dans tes prophéties. Oui. Un loup va devenir notre meilleur ami. Ah, non, mais c'est pas vrai, tu déconnes, c'est une blague. Et puis, c'est quoi ce tilt? Ah non. Là, si je commence à t'expliquer le flipper qui verra le jour dans 12 000 ans, tu vas faire une syncope. Non, tu vois? Je te demande juste de reconnecter tes 2 neurones. Neurones? Mais c'est quoi encore ce truc? Oh, puis merde! Ah ben non, écoute, je peux pas tout expliquer. T'es pas prêt, c'est trop loin tout ça. Ah non, moi je veux savoir, hein. Et puis, flipper, ça fait peur comme mot. Tu vois justement, c'est ça, flipper. C'est quand on a peur. Non, pas flipper, flipper. Ah écoute, laisse tomber. Ça se prononce pas pareil, mais c'est la même chose. Et comme on est en train de parler de domestication,
Sache aussi que c'est le nom qu'on donnera à un dauphin, domestiqué, mais ça, tu vois, c'est dans très très longtemps. On va domestiquer les dauphins. Ah oui, et pas que. Dans 2 ou 3 000 ans, on domestiquera aussi les chats sauvages, tu vois, pour lutter contre les rongeurs qui s'attaquent à nos récoltes. Et les dauphins, c'est pourquoi? Pour poser des missiles. Des missiles? Des bombes, si tu préfères. Des bombes? Oh non, écoute, laisse tomber, c'est trop compliqué. Puis alors, d'ici qu'Einstein fasse son entrée, on se sera réincarné des milliers de fois. Mais tu vois, lui au moins, il croira toujours en Dieu le Père, même dans 12 000 ans. Et en la déesse mère? Mais non. Ah. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Ils vont remplacer notre tradition primordiale par tout un tas de dogmes, de doctrines, de croyances, toutes plus loufoques que les unes que les autres, avec tout d'abord tout un tas de divinités, propres à chaque peuple, mais les mêmes, mais sous divers noms. Tu vois, c'est compliqué, hein, qu'ils invoqueront au fil de leurs besoins. Il y aura plusieurs dieux, mais comment ils feront chacun pour reconnaître le sien? T'inquiète. Ils finiront par tous les tuer et chacun reconnaîtra les siens avant que ça ne s'inverse. Bref, ça sera une belle pagaille. D'ailleurs, ils appelleront ça le paganisme. Ouais, moi, ça me rappellerait plutôt la pagaie. Ah, t'as pas tort. Ils vont ramer. Et puis un jour, tu vois, après avoir exterminé tout leur panthéon, ils inventeront le culte d'un Dieu unique. Le monothéisme, comme nous, mais sans la déesse. Sans la déesse? Ah oui, puis alors, attends, parce qu'en plus, ce sera pas le même pour tous. Et chacun revendiquera la supériorité de son Dieu à lui. Ils appelleront ça les religions. Ils feront la guerre et tueront au nom de leur Dieu jusqu'à ne plus croire qu'en leur Dieu fric dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mais comment c'est possible un truc pareil? Tu sais, avant de tuer tous leurs dieux d'ici 9 ou 1000 ans, ils laisseront 2 testaments. L'Ancien et le Nouveau. Mais ça, tu vois, c'est une autre histoire. Viens, je vais t'expliquer. Tu sais, Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pétasse! Quoi? Rien! Trognasse! Muscle! Mijaurée! Pas non plus! Corvèche! Couchard! Pétasse! bravo! Quoi, c'est un goupillon? Putain! Tiens donc, déjà, Je refuse de me tenir au-dessous. je ne veux pas me tenir en dessous de toi, mais seulement au-dessus, car tu es juste bonne à être dans la position la plus basse, alors qu'il me revient d'être le plus élevé. Nous sommes égaux l'un à l'autre car nous avons tous deux été créés à partir de la terre. Là! Qu'est-ce qui a bien pu foirer nom de Dieu, faut qu'ils aient l'un et l'autre un égo pareil. Cesse de blasphémer, mon vieux, t'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même, tu les as voulu à ton image, non? Et bien maintenant, assume. Seigneur, merci! Enfin, tu as exaucé mes prières. Ma vie était un cauchemar, à l'image de ce vilain songe dans lequel j'étais plongé, et d'où tu m'as sorti. Et tu en fais un paradis, en m'offrant le plus beau des cadeaux, un alter ego qui me ressemble, une conjointe qui désormais m'appartient. Une alter égale plutôt, qui comme toi-même n'appartient qu'à elle-même. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. J'ai pas encore les mots Au exacts. commencement était le verbe, le langage, le logos,
Il te faudra progresser, cheminer sur cette voie pour le salut de ton âme. Seul compte l'élévation de vos âmes et la conscience que vous y mettrez pour acquérir la connaissance. Oui, oui, cause toujours. Spécimen. Quel merveilleux endroit. Quelle luxuriance. Tu crois pas si bien dire? Luxuriance. Ces plantes, ces fleurs, ces arbres. Oh, merveilleux. Quel est donc ce bel arbre là-bas, plein de ces jolis fruits? C'est l'arbre du fruit défendu, celui de la connaissance du bien et du mal. Du bien et du mal, c'est quoi? Peu importe. Des notions qui doivent te rester étrangères, et à Adam aussi. En tout cas, quoi qu'il arrive, ne touchez pas à cet arbre, ne vous en approchez pas, n'en mangez les fruits sous aucun prétexte. Question de vie ou de mort. C'est bien compris? Manquerait plus que ces deux couillons en s'achetant point sur les lois de l'univers. On est sans blague. Oui, Seigneur. De mort? Non mais c'est quoi ce truc? Bah, je sais pas moi. Un truc qui rime avec corps, peut-être. Avec corps? Mais c'est quoi un corps? Oh, arrête avec tes questions, hein. Est-ce que je sais, moi? Il a dit, dans mon rêve, juste avant que je me réveille ici, je vais les recouvrir d'une tunique de peau. Ça leur donnera un corps. Ah bon, donc ça là, c'est un corps. Aïe, arrête! Tu fais mal! Ah bah donc c'est ça le mal. Et si je te fais ça, est-ce que c'est le bien? Pas mal du tout. Mais je suis sûre que tu peux faire encore mieux. En fait, t'as juste oublié de me dire qu'elle n'allait pas arrêter de m'emmerder, c'est bien ça? Oh, prends pas les choses comme ça, mon chou. Je voulais juste te faire remarquer qu'on n'a pas eu besoin d'en manger de son fruit défendu.
pour comprendre le bien et le mal. Et puis d'abord, pourquoi ils sont défendus ces fruits, hein? Tu sais que t'as raison, toi. Allons voir ça de plus près. Approchez, approchez. Ce sont de belles grenades, juteuses à souhait et rouges comme le sang. Prenez et mangez-en tous, car ceci est l'esprit divin, l'âme du monde, la conscience du cosmos tout entier. Vous serez comme des dieux. Divin. Le fruit défendu est à présent fendu pour toi, Adam. Grenade est devenue gonade. Fais-en bon usage, mais pas trop, tout à ta guise. Et soumets la traîtresse qui vient de te corrompre à ta puissance et ton autorité. L'humanité que vous allez engendrer n'emportera que mieux votre péché originel pour l'éternité. Et je me répéterai de vos enfants aussi longtemps que l'Éternel en emportera 100 des miens chaque jour qu'il fera. Mais chaque fois que je vous verrai, ou vos noms, ou vos amulettes, je n'aurai plus aucun pouvoir sur vos nourrissons. C'est pourquoi, à partir de maintenant, chaque enfant, un être, portera un nom qu'on écrira dès le plus jeune âge sur une amulette afin de lui donner une identité. Aussi, tous les jours, 100 de tes démons engendrés par le sperme que tu récupères de la masturbation des hommes périront. Quant à vous, je vous chasse du jardin de l'Éden. Toi, Adam, il te faudra travailler dur et cultiver la terre dont je vous ai façonné pour gagner ton pain quotidien. Et toi, Ève, tu enfanteras dans la douleur de ton ventre. Vous êtes devenus mortels et errez donc de vie en vie pour l'éternité. Chaque renaissance vous obligera à tout réapprendre. Par votre faute à tous les deux, vous perdez votre essence divine, chaude et sacrée, que vous ne tarderez pas à convertir en science froide, mécréante et profane, jusqu'à ce que votre conscience accepte enfin, au fil des vies, de terrasser l'ego qui vous dirige vers les ténèbres de Satan, auquel appartient désormais la sombre Lilith. Putain de bordel de merde! Où ai-je bien pu choirer mon plan? Ils auraient maintenant la connaissance et seraient devenus comme nous. Je n'avais pas le choix, c'était eux ou moi. En même temps, si t'avais pas voulu aller plus vite que la musique et donc pas fait appel et confiance aux démiurges pour boucler en 6 jours, ni Satan ni Lilith n'existeraient. Adam et Ève n'auraient pas chuté et Lucifer ne se serait pas rebellé. Tavernier, du vin! Plutôt une sarvoise pour moi. Mais non, la boisson des dieux, c'est l'hydromel. Rien ne vaut un bon vinaigre de mou de grenade. Tiens, distribue. Du mou de grenade et vinaigré en plus. Ouah, mais comment tu peux avaler ça, Johan? Il n'y a que vous les sémites pour avoir des goûts pareils. Hé, Lucius, t'insultes pas les sémites, compris? Nous, on boit pas de la pisse d'âne de vin coupé à l'eau.
ni du pipi d'abeille fermenté, et encore moins une boisson barbare non plus, d'accord? Nous, on est civilisés. Civilisé, avec vos dieux à la con, issus du panthéon sumérien. Allez, je prends. Tu dis n'importe quoi, je monte tout à tout. Oui, ben moi, écoute, je bois peut-être une boisson de barbare, comme tu dis. Mais mes dieux à moi, ils sont hyper barbarins. Hein enfin, ils sont hyper bourrés, ils sont hyper boréens. Hyper boréens, toi, tu sais, je vais te dire une chose. Le grec, là, ton Apollon à toi, tu sais. Tu sais, enfin, il est né en hyperborée. Non, mais des fois. Oh, t'es sûr, Matrix? Moi qui croyais qu'il sortait de la cuisse de Jupiter. Jupiter, c'est pas bientôt fini de copier nos dieux? Nous, les Hellènes, on a Zeus. Ça a quand même plus de gueule, non? Avec un Z, comme Zorro. Hein? Bah oui, Zorro, ou ZZZ. Un cavalier qui sort de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il signe au bout de l'épée d'un Z qui s'appelle Zorro. Nous, on a Apollon l'alpha et Zeus l'oméga, de A à Z. Z-A, Zaza. Hein? C'est vrai? Et vous les Romains, vous nous avez tout piqué. Ça c'est bien vrai, Marcos. Vous avez pris les mêmes, vous les avez rebaptisés, et hop, on recommence. C'est pas pratique tout ça. Belote. Oh. Tu peux parler, toi, l'hébreu. Et il vient d'où ton Abraham? Ben de chez lui, et de chez sa mère. Rebelote. Mais c'est où chez lui, triple but? Ce serait pas Ur en Chaldée, chez les Mésopotamiens, par hasard? Toute ton histoire est une réécriture des textes sumériens, l'ami. Vous dites vraiment n'importe quoi. On a gagné le pays. Ah oui? Et Moïse, alors? Retrouvé dans son couffin calfaté voguant sur le Nil? Exactement comme Sargon sur l'Euphrate? Et puis Noé, ce serait pas une réécriture d'Astrasis et de son déluge, dis? Sans parler du jardin de l'Éden et de la tour de Babel. Allez, tiens, joue. Oh là 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 là, vous allez pas lui en tenter un procès non plus. Il y est pour rien, le pauvre. Bon, toi, Lucius, tu nous as tout piqué. Mais toi, la Matrix, le Gaulois, très frais, qui se la pète et qui nous fait remarquer qu'entre deux binouses, que notre dieu de l'amour est issu du panthéon celte. Méfie-toi, hein. Au point où vont les choses, je ne serais pas surpris que tu vénères un dieu juif, toi aussi. Alors, pouette, camembert, hein? Alors là, j'en ai entendu des conneries dans ma vie, mais comme celle-là. Mais mon pantalon à moi, mais mon panthéon à moi, ce sont les druides qui nous l'ont enseigné, selon la tradition orale, comme pour vous les Hébreux avant le Talmud. Talmud. Oui, et puis, qu'est-ce qui te dit là, Marcos, que toi aussi, là, tu vas pas te mettre à vénérer des personnes un petit peu, ou des choses un peu bizarroïdes, dis-moi, tiens. Et toi, Marcos, t'es impliqué au panthéon égyptien, peut-être? Celui que j'appelle Mercure et toi Hermès. Ce serait pas un peu top? Et Vénus, ton Aphrodite, à tort? À tort et à travers. Thoth, le dieu de la connaissance. Oh, il lit beaucoup, Thoth, hein? Tu lis, Thoth? Et vous prendriez pas Déméter, enfin, je veux dire Cérès, pour Isis non plus? Oh, c'est pas bientôt fini, tous ces engueulades stériles qui ne servent qu'à nous diviser. Revenons au moment présent, ici et maintenant. J'ai une tierce. C'est ça, Johan. Allez, je prends rien, petit canon, moi. C'est bien ce que je disais, Johan. Isis est maintenant. Isis, qui incarne la femme dans ce qu'elle a de plus sacré, et maintenant pour la prier. Allez, t'as raison, Johan. Et 4 petits canons, l'aubergiste. Un canon pour Luc, un canon pour Marc, Os,
Un canon pour Jean-Yann. Et un canon pour Mathieu. Mathieu Rix. Non, ça marche pas à tous les coups. Écoutez, c'est pas parole d'évangile, mais on s'est en train de trouver un terrain d'entente. Rien ne vaut pour nous rassembler qu'un bon coup. Vous êtes dedans? Eh ben, tu sais quoi? Un bon coup. Oh, j'en rêve. Ah, j'adore être dedans, moi. Tant béni de Sodome et de Gomorrhe. J'en suis pas, hein, ok? Va te faire voir chez les Grecs, mec, là. Toutes des putes. C'est vrai que... Bah. Sauf maman. À qui faire? À moi. Tu insultes les femmes? Alors que ce sont elles qui donnent la vie, qui nourrissent, qui alimentent le foyer, qui tiennent le logis où tu te réfugies, qui sacralisent la famille. Honte à toi! Oh, l'odeur de leçon, ça va. Les filles, c'est pas mon truc, ok? Elles sont toujours là, à faire leurs intéressantes. Elles vous compliquent la vie. Elles vous font des enfants dans le dos. Peut-être qu'elles donnent la vie. Mais à moi, elles donnent pas envie, c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Elle est toujours là à minauder, à prendre la pause et... Même qu'à partir d'un certain âge, c'est surtout la ménopause qu'elles prennent, hein. Eh ben, tu vois, alors que nous quoi, Blanc-Bec? Je suis peut-être un peu éméché, mais je peux te dire un truc. C'est que nous, les hommes, à partir d'un certain âge, eh bien, on bande mou. Hein. Oh, arrête de rigoler, hein. Tu verras, ton tour viendra et bien plus vite que tu ne le penses, hein. Et puis, quand on est deux face à face, dans le même état, eh bien, c'est la débandade. Ben c'est pour ça, faut en profiter pendant qu'on peut encore. Moi, une jolie fille, il n'y a rien de tel pour me remettre en forme. En forme de quoi? À tout et à tout. Certes, mais une femme ça se respecte, c'est pas un morceau de viande qu'on peut utiliser commande sur commande et jeter une fois qu'elle est périmée. Périnée? Oh, mais t'es un obsédé, toi. Périmé, pas périné. DLC dépassé, si tu préfères. DLC dépassé. Capot. Bah capot. Un capot, vous êtes capot. Non. Et ta mère capot? Elle est DLC dépassée, elle aussi? J'ai vraiment honte pour vous les jeunes. Vous ne respectez vraiment plus rien. Les jeunes parce que vous. Les vieux, vous êtes mieux peut-être? Moins cons surtout. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre nous plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Eh ben voilà un sujet parfait à soumettre à nos philosophes grecs. Suffit-il de naître pour être? Moi, la philo, ça n'a jamais été mon Graal. Hein. Oui, enfin, je veux dire, ma tasse de thé, quoi, si vous voulez. Oh. Ouais, moi non plus, hein. Et s'il suffisait de philosopher pour pécho, ça fait longtemps que Pythagore, Aristote et Ératosthène seraient sur ma table de chevet, hein, je te le dis. Non, c'est pas ça qu'elle recherche, les filles. Ouais. Et elle recherche quoi, mon poids? Je sais pas, moi. Un corps de rêve, de la force, de la vigueur, une belle gueule. La fortune, la richesse, toutes des hyènes, elles sont intéressées, je vous dis. Sauf ta mère, évidemment. Oh. J'en veux pas. Oui, écoute, intéressés ou pas, ce sont nos mères à tous. Elles nous ont chéris, éduqués, choyés, protégés. Et vous osez les traiter comme des parias, comme des prostituées. Alors que vous leur devez tout.
Ouais, bah. Pipo. Vous avez peut-être... Hein? Ah oui? Et les femmes adultères, les pécheresses, elles existent bien, non? Hein? Tu veux dire ces chiennes provocantes, là, sans foi ni parole? Tout juste bonnes à se faire lapider en place publique? Je connais des paroles de prostituées qui valent bien plus que celles de nos gouvernants, tout homme qu'ils soient. Elles, au moins, elles ont du cœur. Et moi, je le prends à cœur. Oui, et ben... Ce que je peux vous dire une chose, c'est que... On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Ah. Eh ben, allez, vas-y, parle. Mais on n'a pas vas-y. dit ça. Nous, on dit juste que pendant que nous, les hommes, combattons, nous livrons des guerres intestines, sans but ni fin, assoiffés de pouvoir, de richesse, d'hégémonie et de chaos. Elles sont là. Elles nous... Oh là là. Elles nous... Au lieu de répandre la paix, l'harmonie, la santé dans nos foyers, au sein de nos foyers, de nos amitiés, elles sont là, elles nous guérissent. Elles veillent sur nous, portant un regard bienveillant qui nous aide, qui nous supporte. Elles nous aiment sans compter, sans rien demander en échange. Bref, oui, bref, elles nous aiment. Elles nous aiment vraiment et pour ce que nous sommes. Elles nous aiment. Oui. C'est à toi de faire. Et du coup, les femmes adultères, les pécheresses, hein? Alors? Encore ces chiennes provocantes, là, sans foi ni loi, je t'ai déjà dit. Oui. Écoute, vous faites quoi, vous? Non, vous contrez. Les briques, Les briques. C'est quoi, ça? C'est vrai que tous ces gens de la cité, comme on dit, vos politiques, comme disent vos philosophes, on ne peut pas vraiment compter dessus, hein, ni leur demander quoi que ce soit. On est bien trop éloignés du pouvoir. Ils nous considèrent comme des gueux, pire que des étrangers dans les provinces. Mais nous, dans les villages reculés de la Gaule, dans ces villages que les élites considèrent comme des régions abandonnées, désertes, eh bien, on est en train de se regrouper et de créer un collectif afin de créer un contre-pouvoir, de l'établir. Et nous allons appeler cela des bandes résistantes, isolées, xénophobées. Mais quelle drôle d'idée! Vous pouvez pas trouver quelque chose de plus digeste comme nom? Je sais pas, moi, tiens, tu prends l'acrostiche. Hein? Mon postiche, mais j'ai pas de postiche, moi. L'acrostiche, qui match en plus parfaitement avec vos noms gaulois, là, tout en mix. Bande résistante, isolée, xénophobée. Ça fait BRICS. Oh, eh ben, à mon avis, ça va faire un tabac comme nom. Oui, mais ça changera rien au statut des femmes dans la cité. Elles seront toujours vilipendées pour un oui, pour un non. Et vous oubliez juste de dire que si ces femmes que tu traites de chiennes existent, c'est uniquement pour les besoins, les désirs, les perversions de nos autres hommes qui leur arrivent parfois de se rebeller, de refuser le manque d'équité avec les hommes. D'équité? Tu sous-entends que les femmes seraient nos égales? Ah, j'y crois pas, tu déconnes, là. Mais dis donc, pourquoi? En quoi ça te gêne? Mais dans ton pantalon, dans ton panthéon grec, est-ce que Aphrodite, Athéna ou Cérès ne va-t-elle pas Apollon, Dionysos ou Arès? Mais ce sont des dieux. Bien alors, ne sommes-nous pas, nous, humains, des dieux en puissance? Dieu ou pas Dieu, de toute façon, l'égalité des sexes, moi, j'y crois pas. Celui des mecs sera toujours beaucoup plus long. Et fils de nerfs. Comme l'eau mouillée, belle la
Prenons garde. L'Inquisition rôde comme un chacal affamé, prête à tout dévorer. Restons prudents et avertis, et ne perdons pas espoir et gardons notre foi intacte. Le Christ, notre lumière, nous guidera toujours. Un chacal? Guilhem, tu es gentil. Moi, je dirais un gros cochon ronflant, rose fluo, gras et baveux, qui souille la tradition primordiale de la foi sacrée de notre gnose valentinienne. Tu as raison, ma sœur. Un cochon, c'est plus approprié. Mais revenons à nos cochons. Enfin, je veux dire à nos moutons. Et plutôt à la sagesse ancestrale de notre communauté. Vous êtes d'accord pour dire que le monde matériel, tel que nous le percevons, n'est qu'une illusion démoniaque, non? Ah, pour sûr, tu parles bien, Guilhem. Seul le monde de l'âme, de l'esprit, a une connotation sérieuse. Masculin et féminin sont deux aspects indissociables du divin. Le Père, la mer, le soleil, la lune, le jour, la nuit, une danse éternelle et sacrée, créatrice d'équilibre et d'harmonie. Exactement. Et nous, croyants et parfaits, sommes les danseurs de cette divine farandole. Nous incarnons à la fois le masculin et le féminin, le ciel et la terre, l'eau et le feu. Oui, tout est son contraire. L'abondante tignasse et la calvitie. Ne te moque pas. Vous savez que depuis toujours, les cheveux des hommes sont signes de virilité, de puissance et de royauté. Et de force aussi. Souviens-toi de Samson. Oui, certes, mais dès qu'ils rentrent en prêtrise, les moines abandonnent leur chevelure et adoptent la tonsure en signe de renoncement au pouvoir et leur désir de chasteté. Oui, mais uniquement sur le haut du crâne, signe d'une masculinité supérieure et sacrée et d'une capacité de résistance à la tentation et aux pulsions sexuelles. Et moi qui prenais ça pour une marque d'intelligence supérieure. Il faut croire que je dois être un peu con sur les bords, alors. Ah non, Guilhem, je ne me permettrai pas. Mais il faut tout de même reconnaître que cette histoire de virilité et de pouvoir est, à mon sens, je dirais, capillotractée, non? Capillotractée. Oui, tiré par les cheveux, si tu préfères. Si l'abondance de la chevelure s'avère un symbole de testostérone, que vais-je donc bien pouvoir faire de tout cela? Mais chez les femmes, au débuté. Béatrice, tu devrais la remettre, cette fanchon. Oui, c'est ça. Remets-la et poursuivons cette discussion sereinement. Sinon, il va pas réussir à se concentrer, le bougre. Ouais. Preuve que même chez vous autres parfaits, les femmes ne peuvent se laisser aller à leur simplicité naturelle sans se faire traiter de tentatrices. C'est terrible tout de même, cette tendance à toujours vouloir culpabiliser les femmes. Oui, dualité ambivalente qui touche toutes les cultures. Et l'Inquisition, qui nous accuse de dualisme, alors que nous prêchons l'unité, n'a rien compris. C'est elle qui diabolise la matière qu'elle assimile au corps des femmes, en l'opposant sans cesse à l'esprit soi-disant masculin. Oui, les manichéens, c'est elle, avec cette manie obsessionnelle d'opposer sans cesse Dieu et diable. Oui, mais parce que l'Inquisition ne s'est pas encore rendu compte que l'intérieur est à l'image de l'extérieur. Et vice-versa. C'est grâce au corps que l'on peut goûter la vie
et les joies de ce monde, non? Même Jésus a mangé et bu du pain béni, je vous dis. Et puis, avec le temps qui nous assagit, nous nous débarrassons progressivement de nos envies, de nos besoins, de nos attaches, jusqu'à devenir des parfaits, grâce au consolament, ce baptême du feu qui nous délivre de notre corps pesant pour le salut de notre âme. J'ai néanmoins le sentiment que nous dansons un peu trop près de ce feu. À force, on risque de se brûler les ailes. C'est le risque du métier, ma sœur. Ah, mais ne riez pas. L'odeur âcre et nauséabonde du bûcher me noue déjà la gorge, mais comme si nous y étions. Rappelons-nous les enseignements de Marie-Madeleine. Elle nous a montré le chemin de la libération en nous révélant la part divine qui sommeille en chacun de nous. Oui, Marie-Madeleine, notre guide spirituel. Grâce à son évangile, nous savons que l'amour est la clé de tout. Bon, un amour pur et désintéressé. Évangile que naturellement l'Église romaine ne reconnaît en aucune façon. Mais comme elle ne reconnaît pas non plus Valentin, nous traitons d'hérétique, alors que nous ne faisons que suivre les véritables enseignements de Jésus. Ce sont eux qui bafouent les lois d'équilibre de l'univers en massacrant à tour de bras, avides de richesses ostentatoires dans leur lieu de culte, intolérants à toute doctrine autre que la leur, et sans respect pour les femmes, qu'ils ne reconnaissent que pour les servir eux, et les asservir elles. Point n'est besoin de tel lieu de culte pour exercer une foi. Ces lieux dits sacrés ne sont que l'expression de l'exercice d'un pouvoir, d'une main mise sur les peuples. Oui, mais reconnaissons que les bâtisseurs du sacré, bon, les compagnons qui sacrifient leur vie sur l'autel des cathédrales, force l'admiration. C'est vrai, c'est vrai. Ces édifices dits sacrés sont une merveille d'ingénierie, d'esthétisme, de mystère et de majesté. Mais la question, c'est à quelle fin? Mais a-t-on besoin d'une telle grandiloquence architecturale pour l'expression d'une foi simple, humble, sincère, et qui par ailleurs rabaisse la femme au rang de sous-humain? Ah, il en est de même chez nos frères musulmans. L'islam ostracise aussi, lui, les femmes dans bien des domaines. Sauf chez les soufis, qui puisent chez le grand poète mystique Rumi l'expression de leur foi. Ils sont considérés tels des dissidents de l'islam, comme nous le sommes de la chrétienté. Toutes ces religions que nous respectons n'honorent pas les femmes en tant que telles. Elles sont toujours ramenées à une condition d'épouses de prostituées ou de moniales. Exploitées, traitées avec mépris, incapables de se contrôler, instables et versatiles. Ça me révolte! Ah, mais je suis bien d'accord. Mais c'est exactement ce que fait l'Inquisition avec tout humain qui ne cadre pas dans ses dogmes. Oui, et en plus, ils oublient tout. Mais... Tu veux une pelote? Non. À chaque Ils incarnation. ne reconnaissent rien qui ne soit validé par leur concile, et ce depuis l'Antiquité. Comment pourraient-ils se reconnaître alors qu'ils confondent connaissance et savoir? Nom de Dieu, où ai-je foutu cette satanée pelote? Oui, et en plus, ils ne savent rien. Ils oublient tout à chaque incarnation, perdent le savoir acquis au cours d'une vie, et reniant la réincarnation des pelotes, ils perdent aussi la connaissance acquise au cours des vies antérieures, répétant leurs erreurs à l'infini et restant dans l'incompréhension même
de leur destinée. Et s'en remettant sans cesse à leur Dieu qu'ils incriminent dès qu'une pelote leur échappe, persuadés qu'ils sont d'avoir un libre arbitre absolu, mais sans en assumer les responsabilités. Et celui de tuer, entre autres. Oh, alors que pour nous, c'est un des pires blasphèmes. Cet enseignement de respect nous est donné dès le plus jeune âge, par tradition orale. Ils avaient raison, nos ancêtres, de ne pas tout consigner par écrit. Oui. L'écrit, c'est statique, c'est figé. La parole, elle est vivante. Elle évolue avec celui qui la porte. Oui. Et puis imaginez que nos ennemis aient mis la main sur nos livres. Ils les auraient déformés, ils les auraient ridiculisés, ils les auraient retournés contre nous, alors que notre tradition orale... Enfin Oui, je me souviens, quand nous étions enfants, nous partions garder les chèvres dans les montagnes. On passait de joyeuses journées à l'estive à chanter les vieux chants que nos grands-mères nous avaient appris. Oui, je m'en souviens aussi, Béatrice, tu étais toute petite. Ouais. Et tu chantais à tue-tête le chant du bouvier, avec tant de passion et en insistant sur les voyelles. Tu mettais toute ton âme d'enfant rien qu'à invoquer ce chant sacré. Et toi, Gerson, tu croyais que tu deviendrais un ange? Ah ben dis donc, je suis bien déçue. Déçue. Mais vous savez que ces voyelles, ces sons sacrés, correspondent aux 5 sens, aux 5 éléments et à différents niveaux de conscience. Ces voyelles sont les briques de l'univers. Elles contiennent en elles toutes les énergies, toutes les fréquences, toutes les dimensions divines. Le A, E, I, O, U, c'est comme un mandala vocal, rythmé et répétitif. Oui, notre guérisseuse utilise les voyelles comme soins sonores. À chaque organe correspond une vibration. Et je connais même une femme qui s'en sert en divination. Elle les associe à un jeu de cartes qu'elle appelle tarot. Ah bon, mais tu m'avais caché ça. Mais qu'est-ce que c'est exactement que ce jeu? 78 lames, 22 arcanes majeures, qu'elle rapproche curieusement de l'alphabet hébreu avec ses 22 lettres. Comme si elle reconstituait un alphabet complet avec nos voyelles. C'est très intéressant. Oui, elle aussi est persécutée par l'Inquisition. Ils l'appellent sorcière. Mais moi qui la connais, je peux vous dire qu'avec sa symbolique, elle fait des miracles. Mais c'est prodigieux. Et c'est un bel hommage qu'elle nous rend à nous, Cathares, en même temps qu'aux Hébreux. Merveilleux exemple de tolérance et de reconnaissance transdoctrinale. Au point qu'aujourd'hui encore, d'autres traditions, d'autres idéologies que la nôtre trouvent dans la musique et le chant sacré 1001 façons de célébrer avec noblesse l'amour de l'autre. Regarde, les troubadours qui chantent dans la chanson de geste leur amour à leur belle. Toute la légende de Merlin et des chevaliers de la table ronde en est imprégnée. Et cet amour est d'autant plus beau qu'il reste platonique et chaste dans le seul but d'atteindre joie et bonheur. Au point que même nos contemporains, les chevaliers de l'ordre du Temple, en tant que moines soldats, se le sont appliqués à eux-mêmes, du moins en théorie. N'importe quoi. Comment peut-on se prétendre à la fois moine et soldat? La force brute du moine, du soldat, est tempérée par la sagesse et l'amour du moine. Irrévocable, inconcevable pour nous, Cathares. Certes, mais lorsqu'ils partent en croisade vers la Jérusalem céleste pour protéger les pèlerins à la demande de l'Église romaine, nous ne pouvons que constater qu'ils ne se sont jamais attaqués à nous, contrairement à l'Inquisition. Certes,
Et c'est à Bernard de Clairvaux, au siècle dernier, que nous le devons. Selon sa formule, la foi doit être persuadée, non imposée. Son ouverture d'esprit nous manque cruellement aujourd'hui. Et celui de la grande Hildegarde de Bingen aussi. Elle accordait beaucoup d'importance à la musique et au chant sacré. Et s'est montrée une grande thaumaturge avec ses huiles essentielles. Essence du ciel! Oh, 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 mais tu pratiques la langue des oiseaux, ma sœur. Celle des alchimistes, eux aussi persécutés par l'Inquisition. On se demande quel serait le sort du grand Avicenne s'il vivait ici et maintenant. Probablement le même que celui réservé à tous ceux qui pensent différemment du canon catholique, malheureusement. Prions pour l'âme de nos frères persécutés et faisons confiance à Marie-Madeleine. Alors, levons nos coupes à Marie-Madeleine Oui. et à la victoire de la lumière sur les ténèbres. À la lumière et à notre prochaine réunion secrète. Mademoiselle Armande Béjar vient d'arriver. Mais faites-la entrer, Sophie. La princesse Élisabeth Charlotte de Bavière, duchesse d'Orléans, est-elle arrivée? Non, pas encore, mais je vais y voir. Ma chère Ninon, quelle joie de vous retrouver durant cette trêve exceptionnelle de notre troupe et en dehors du cadre guindé du théâtre de cour. J'avais hâte de papoter avec vous. Dis-moi donc, ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas tenu salon. Mais je dois dire que les potins mondains qui alimentent habituellement mes papiers commencent réellement à manquer. La princesse Palatine est arrivée. Ma chère Lisbeth, je suis si honorée de vous recevoir à demeure. Sophie? Oui, madame? Du thé et des gâteaux, je vous prie. J'arrive. Je ne vous présente pas, non, déjà. Prenez place, mesdames. En effet, nous nous sommes croisés en mars dernier au château Saint-Germain-en-Laye lors de la première représentation des femmes savantes de notre cher Jean-Baptiste. Ravie de vous revoir, Armande. Comment va Monsieur Molière? Il va, ma foi, comme il peut, avec une toux récurrente qui m'inquiète souvent. Mais que voulez-vous? Il passe le plus clair de son temps à l'écriture du malade imaginaire. À force, ça travaille. Encore une nouvelle pièce, mais il n'arrête donc jamais? Jamais. Il faut bien contenter le roi. C'est qu'il a ses exigences. Et pas qu'en matière théâtrale. De vous à moi, c'est un fiefé galopin qui passe son temps à courir la gueuse entre 2 chasses et 3 parlements. Il faut dire qu'il est dans la force de l'âge, notre Louis Dieudonné. Et avec un prénom divin pareil, comment ne pas rayonner et se sentir pousser des ailes? Il ne se prétend pas de droit divin pour rien. C'est un doux absolutiste, capable d'une froideur pour régler les affaires de l'État, et en même temps d'une sensibilité et d'un goût certain pour les arts et la beauté. D'ailleurs, il vous tient en haute estime et se montre très friand des conversations qui animent vos salons. Le roi? Ah, mais c'est un véritable honneur, merci. Oui, j'ai cru comprendre, en effet, à ce qu'il se dit, que mademoiselle de la Vallière, effectivement très bien dotée par la nature, avait table et lit ouvert à Saint-Germain-en-Laye comme à Versailles. Vous n'y êtes plus du tout, ma chère. Louise n'est plus vraiment en odeur de sainteté. D'ailleurs, on peut voir le regard que porte Louis
le regard concupiscent que porte lui sur Françoise Athénaïs de Rochechouart, marquise de Montespan. Ah, une vieille fécatin celle-là, et mariée de surcroît. Athénaïs, encore un surnom inspiré de la mythologie grecque, très en vogue depuis le siècle dernier, et qui corrobore le ridicule que Molière avait déjà mis en scène dans Les Précieuses. Oh, comme le roi château, le théâtre de votre mari. Mais il faut reconnaître dans sa prose des relents misogynes parfois, non? Certes, mais il faut surtout reconnaître que les travers de notre époque, qu'ils soient masculins ou féminins, ils sont magnifiquement dénoncés. Et Jean-Baptiste ne se brosse guère des opinions des uns ou des autres pour en dénoncer l'absurdité, sans distinction de genre. Oui, il égratigne aussi bien la gente féminine que masculine dans ce qu'elles ont de plus délétère. Et il faut reconnaître que cela nous amuse beaucoup. Chacun en prend pour son grade, et c'est très bien ainsi. Il faut dire que bien que l'image de la femme ait considérablement évolué sous la Renaissance, grâce à de grandes reines comme Catherine de Médicis, Marguerite de Navarre ou la muse Simonetta Vespucci, entre autres, son statut demeure très modeste en comparaison de celui des hommes. Elle reste une mineure écervelée sous tutelle masculine. Ça me rend folle. Certes, mais cela ne nous empêche en aucune façon de reconnaître les talents masculins de la Renaissance. Les De Vinci, Rabelais, la Boétie ont incontestablement marqué leur époque, tout comme Molière, Descartes, Boileau resteront à la postérité. Mais n'empêche que les femmes y sont beaucoup moins représentées car elles n'ont pas les mêmes accès au savoir que la gente masculine. J'ai un ami philosophe qui a une expression bien à lui. Il dit, je cite, « L'esprit n'a pas de sexe. Il se prépare à faire éditer anonymement un discours de l'égalité des sexes. » Et comment s'appelle-t-il? François Poulain de la Barre. Mais chut! Mais anonymement. Il n'a pas le courage de ses opinions. La peur de ne pas plaire à tout le monde, je présume. Ah, ils sont francs comme des ânes qui reculent, ces bons hommes. Mais ce de la part a au moins le mérite de s'exprimer. Et on peut dire que, tout de même, la Renaissance a fait émerger un grand courant humaniste qui, je l'espère, va perdurer. Puisse le ciel vous entendre, Liselotte. Vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, mais je garde un souvenir cuisant de la fronde que nous avons subie à Paris. J'ai fini par m'enfuir avec mon amoureux du moment, dans le Vexin pour échapper au climat insurrectionnel. Je me rappelle parfaitement de cette époque cauchemardesque qui a émaillé mon enfance, où les mazarinades se chantaient à tue-tête dans les rues de Paris. Oh, mais la fronde n'est que la dernière en date. Ne faisons pas fi de toutes ces guerres fratricides qui ont jalonné le Moyen-Âge et la Renaissance, essentiellement perpétrées par des hommes. Oui, et au nom de quoi? De la religion toujours et encore. Ne m'en parlez pas, j'ai dû moi-même abjurer ma foi protestante pour embrasser un catholicisme absurde, afin de épouser Philippe d'Orléans. Que ne faut-il pas faire pour satisfaire la couronne? Et quand je vois dans les bras de qui les catholiques m'ont précipité, j'en arrive à me demander si Dieu lui-même ne préfère pas les millions aux femmes. C'est précisément ce que Molière tente de dénoncer au sein même du clergé. Finalement, nous sommes assez d'accord toutes les trois pour remettre en cause les principes mêmes de la religion, quelle qu'elle soit. Ce qui ne remet en aucun cas en cause notre foi. Personnellement, je pencherais plutôt pour un athéisme raisonné. Non, pour ma part, je reste assez attachée à l'idée que je me fais de Dieu. Mais force est de constater que les hommes ont sa préférence. Alors, je me plais à imaginer que l'âme, une fois dépourvue de son enveloppe charnelle, puisse intégrer un nouveau corps qui soit de sexe opposé. Vous croyez en la réincarnation? Oh, j'aurais tellement adoré être un homme qu'il m'est doux de penser que je pourrais, dans une autre vie, échapper à la condition féminine. Et quand je vois tout ce faste, tout ce gaspillage, cette étiquette nauséabonde et ostentatoire qui s'affiche chez ces dames de la cour, toutes ces dames soi-disant à la mode ne sont que vanité et coquetterie. Certes, mais il faut bien s'habiller, très cher. Sans doute, mais quel besoin avons-nous les femmes de s'enguirlander comme des sapins de Noël, de perles, de froufrous, de dentelles, de plumes et autres joailleries, alors que
Une simple culotte, au demeurant bien plus pratique pour monter à cheval, ferait largement l'affaire. Je vous sens agacée, Liselotte. Serait-ce des railleries dont vous avez fait l'objet lors de votre arrivée à la cour, avec votre étole de zibeline quelque peu démodée qui refont surface? Personnellement, j'adore les poils et les plumes. Ah, non, pas du tout. Cela m'amuse même beaucoup. Figurez-vous que le tailleur du roi en personne m'a confié que cette étoile désuète à mon arrivée va faire fureur cet hiver. Et que chacun, homme ou femme, s'en fait à présent tailler une. Moi aussi, j'adore les plumes. Molière également les adore. Eh bien, figurez-vous qu'effectivement, il est en train de s'en faire tailler une. Ah, je veux dire, de zibeline. Eh bien, moi, à plume ou à poil, toutes ces tenues me conviennent. Et devinez comment ils appellent dès à présent cet accessoire dans le vent? Une palatine. Ça m'éclate. Ah, j'adore chez toutes deux la fraîcheur de vos francs-parler. Vous parliez du faste de la cour, Liselotte. Qu'en est-il de l'achèvement de Versailles? Le roi compte-t-il y apporter encore des aménagements? Ah, ça ne s'arrête pas. Il a une idée par minute. Et chaque jour que Dieu fait, il sollicite Monsard, le Brun, le Vôtre, le Vau, le Nôtre, oh, le truc, le bidule, pour des nouveaux projets, des nouvelles plantations, des nouveaux décors, et j'en passe. C'est son côté mégalomaniaque, la folie des grandeurs. Oh oui, Monsieur Nicolas Fouquet, surintendant des finances, en a fait les frais avec son château ostentatoire de Vaux-le-Vicomte. Folie des grandeurs qui avait quelque peu agacé l'ego de notre roi Soleil. Et vous, la cour, Liselotte, ça ne vous plaît pas? C'est pas ça, c'est que j'avoue y trouver des côtés très agréables auprès de Louis avec qui j'aime rire et partager. Il est si bon public. Mais de vous à moi, j'ai fait il y a un an un mariage arrangé par mon père avec son frère Philippe qui ne m'épanouit guère. Ah bon? Pourtant, à vous voir ensemble, on penserait plutôt le contraire. Oh, il donne très bien le change en public. Mais dès les portes de nos appartements closes, il se montre indifférent, voire même blessant. C'est un noceur efféminé et dispendieux, addict au jeu et sans égard particulier pour ma personne. Mais c'est à ce point? Il m'avait d'ailleurs prévenu qu'il me préférait de loin la compagnie de ces mignons avec qui il passe de tripot en tripotage. Et moi qui aurais tellement aimé naître de sexe masculin. Madame qu'on appellerait monsieur, et monsieur madame en quelque sorte. Oh, pauvre Liselotte, comme je vous plains, si jeune et déjà désabusée. Oui, je suis bien triste pour vous, qui êtes si pétillante et pleine de bonne humeur. Oh, j'en prends bien mon parti. Je n'ai ni d'amitié ni d'attirance pour lui qui est avec moi froid comme la banquise. Mais quand il se glisse dans mes draps pour remplir le devoir conjugal afin de nous donner une descendance, je n'ai d'autre choix que de m'y plier. Cela ne dure que quelques instants, bien peu au regard d'une vie. D'ailleurs, puisqu'on en parle, je vous donne la primeur d'un scoop. Je suis enceinte de 2 mois. Ah bon? Et comment le savez-vous? Voilà près de 10 semaines que je n'ai plus mes coquelicots. Et je sens mon ventre se ballonner. Cela vous enchante-t-il? Ma foi, j'avoue que ce n'est pas pour me déplaire. La joie d'entendre des rires d'enfants me permettra, je l'espère, de dépasser l'exil familial dans lequel je me sens actuellement plongée. Permettez-moi un judicieux conseil, princesse. Prenez un amant. Je ne connais pas de meilleur remède contre la dépression que de se vautrer dans le stupre d'une liaison certes dangereuse, mais ô combien salvatrice pour le moral et les sens. J'y réfléchirai. Si d'aventure la grossesse ne me laisse pas telle une palaine échouée sur la grève, qu'aucun galant ne souhaiterait secourir. Mais assez parlé de moi et des hommes de ma vie. Qu'en est-il des vôtres? J'avoue que je me suis longtemps délectée des privautés d'un homme dont la femme m'a souvent exaspérée
en la personne d'Henri de Sévigné. Mais je reste une libertine très attachée à l'indépendance, tant sociale que financière, et préférant les amitiés vraies aux amours éphémères. Et pour ce qui est des hommes, je profite des plaisirs qu'ils me procurent exactement comme eux le feraient, ni plus ni moins. Rien de spécial en ce qui me concerne, si ce n'est la santé défaillante de Molière. Il faut dire qu'il a mené un rythme effréné ces 10 dernières années et qu'il le paye. C'est vrai qu'il a été prolixe depuis Les Précieuses en 59, en passant par Tartuffe, révélé ici même dans ce salon. Et aujourd'hui, Le Malade imaginaire, c'est plus d'1 pièce par an qu'il écrit, met en scène, joue, sans parler des décors, des costumes et de la musique. Sans compter que ce dernier point a fait l'objet de grosses contrariétés avec Lully, qu'il a fallu remplacer par Charpentier. Oh, j'ai eu vent de cette affaire qui a fait grand bruit à la cour. Le roi avait, comme qui dirait, le cul entre 2 chaises, car Lully, surintendant de la musique royale, avait les faveurs de Louis au détriment de votre époux Armande. Mais quelque chose me dit que le vent est en train de tourner. D'ailleurs, il n'est pas le seul pour qui les choses tournent en ce moment. Bon, et pour qui d'autre? Préparez-vous à un scandale encore étouffé, dont les conclusions vont être rendues publiques de manière imminente. Oh, vous nous faites languir, là. De qui s'agit-il? Figurez-vous que Marguerite d'Aubray, marquise de Brinvilliers, a été citée à comparaître en août dernier suite à la découverte du corps de son amant Gaudin de Sainte-Croix à son domicile. Depuis, elle a disparu, introuvable. Et alors? Et alors, elle serait gravement compromise dans une affaire d'empoisonnement pour captation d'héritage. La Brinvilliers? Pas possible! Incroyable! Et vous en avez encore beaucoup des comme ça? Vous n'imaginez même pas, sans parler de tout ce qui reste à venir. Rossignol et Merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises. Justine, va nous chercher la miche dans la ruche de la cuisine. Et toi, fille, mets-nous donc la table. J'ai faim. Pourquoi devrions-nous toujours, nous les femmes, obéir aux coups de sifflet brefs? Accepter d'être traités en enfants, ne pas prendre nos responsabilités, toujours se réfugier derrière une figure masculine et rester dans l'ombre, couades comme des carpes. Nous travaillons autant que vous, les hommes, dans les champs, nous élevons les enfants, nous tenons la maison, et pourtant nos voix sont étouffées. Le féminin sacré ne se résume pas à la maternité, il est aussi dans notre force et notre capacité à changer le monde, autant que vous, les hommes. Joséphine, t'es en colère. C'est pas bon pour le petit, ça. Notre rôle à nous est de protéger les familles. Les hommes doivent porter le poids du travail, et les femmes s'occuper du foyer. C'est ainsi que les choses sont et ont toujours été. Et c'est très bien comme ça. Fille, il y a des sagesse dans nos traditions. Les femmes ont un pouvoir sacré, celui de nourrir et de préserver. N'oublions pas que chaque génération a ses luttes, mais il est important de garder nos valeurs. Nos valeurs? Mais quelles valeurs? Celles d'une société patriarcale où seuls les hommes ont le droit de citer, de voter, d'étudier, d'occuper des postes d'importance, y compris au sein du clergé, de tromper quand ils ne prennent pas celui de violer et de tuer. C'est ça nos valeurs. Tu as raison, fille. Il serait grand temps de redéfinir nos valeurs.
Nous devrions bâtir des communautés où chacun a sa juste place, sans distinction de sexe, de condition, de race ou de religion. Nous sortons d'un demi-siècle de révolution, nous affichons haut et fort au fronton de nos mairies liberté, égalité, fraternité, et nous ne sommes même pas capables de donner aux femmes le statut qu'elles méritent. Mais oui, qui que nous soyons, nous devons nous battre pour nos droits, nos libertés, nos idéaux. Nos mères et nos sœurs méritent d'être connues, non seulement pour leur travail, mais aussi pour leur faculté d'esprit. Je suis issue d'un milieu des plus modestes, et ça ne m'a pas empêché d'apprendre à lire et à compter. C'est une question de volonté. Ne laissons pas la peur nous retenir. Ah. Je n'avais pas vu les choses de cette manière. Peut-être qu'on aurait besoin d'un changement radical de société, mais comment y parvenir sans détruire les liens qui nous unissent? Un nécessaire changement semble inévitable, mais il doit se faire dans le respect de tout un chacun. Un juste équilibre entre tradition et aspiration. Le féminin et le masculin sacré peuvent coexister, non? Encore faudrait-il que l'instruction soit accessible à tous, que l'éducation évolue au sein des familles vers plus d'égalitarisme entre les sexes, et que les filles ne soient pas sans cesse reléguées aux travaux ménagers sans importance, alors que le travail des hommes est, lui, sacralisé comme faisant vivre la famille. Ben, tu veux quoi? Que ta femme ferre les chevaux pendant que tu berceras le bébé ou que tu tricoteras de la layette? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit juste qu'être capable de tricoter de la layette a autant de valeur à mes yeux que de ferrer un cheval. Et en plus, j'ai pas de femme, alors. Eh bien, c'est pas avec ça que tu vas payer ta patente, hein. Ni même mettre du pain dans les assiettes ou des grenouilles dans mon bassin. Ouais, ben c'est bien ça le problème. C'est que notre travail à nous, il n'est pas reconnu comme il devrait. C'est vrai que sans parler de salaire, un petit merci de temps à autre pour toutes les tâches de cuisine, de lavoir, de raccommodage, de jardinage, de bois, et j'en passe, hein, ben ce serait bienvenu. C'est ça, plains-toi donc. Et tu disais pas la même chose, hein, sur l'oreiller. Mais justement, Maurice, tu en parles au passé. Ben, c'est d'histoire ancienne, tout ça. Maintenant, un petit peu de gratitude, hein. Ben, ce serait pas confus. Ben, c'est vrai, ça. Le curé, il nous rebat les oreilles avec sa morale, ses interdits, ses règles de bonne conduite, que nous, les femmes, devons perpétuer, transmettre au sein de nos foyers, pendant que vous, les hommes, vous distribuez la répression et les coups de bâton. À nous, le travail et la soumission, et à vous, le pouvoir et les honneurs. Quel bel révolutionnaire tu nous aurais fait si tu étais né 60 ans plus tôt. J'aurais eu ma tête au bout d'une pique. C'est pas seulement le roi que tu aurais décapité, mais la gente masculine tout entière. Certes, non. Il faut toujours que tu exagères, Maurice. Je suis bien trop pacifiste pour cela. Moi, ce que je veux, c'est que les choses changent, qu'on soit reconnu à notre juste valeur, à l'égal des hommes, c'est tout. Vous, les femmes, vous n'êtes jamais contentes. Vous avez tout. La beauté, le charme du beau sexe, la grâce. Nous, on n'a que la rusticité, la lourdeur et les traits épais. Parle pour toi, Maurice. C'est pas parce qu'on a un tas de muscles qu'on peut pas être élégant. Et on ne sera jamais aussi tentant pour elles qu'elles le sont pour nous. Oh, voilà encore un sacro-saint péché originel qui refait surface. Sainte Marie, Mère de Dieu. Non, mais c'est plus fort qu'eux. Non seulement ils n'arrêtent pas de nous dévaloriser, mais en plus, il faut qu'ils nous culpabilisent, histoire de dégager leurs responsabilités de petits garçons incapables de contrôler leurs pulsions. Eh bien, tu veux quoi? Du poil au menton, c'est ça? Toujours dans l'excès, hein. Tu veux être notre égal? Eh bien, regarde. Nous, on a les poils, et vous, vous avez les poils. Que veux-tu de plus? Et ça continue. Ah non, hein. Là vraiment tu pousses des champs un peu trop loin, Maurice. Ben moi je peux vous dire une bonne chose. Si c'est un garçon qui m'arrive, je le ferai participer aux tâches domestiques au même titre qu'une fille. Et si c'est une fille, je me saignerai autant qu'il faudra pour qu'elle aille sur l'école de la République. Comme je ferai pour mon garçon. Je suis d'accord avec ça. Et personnellement, je pense même que beaucoup d'hommes ont parfois du mal à assumer toutes les charges mentales, mais surtout émotionnelles qu'on leur met sur le dos. Bien d'accord avec toi, Jules. Ces interdits de sensibilité, cette virilité forcenée, ce rythme effréné,
ce besoin de performance à tout prix, cet esprit de compétition incessante, cet orgueil maladif, ce besoin d'être le meilleur en tout, partout et tout le temps, sont finalement les signes d'une mésestime et d'un manque de confiance en soi. Il est des fois où ils aspirent juste à se reposer, à vivre tranquillement, calmement, sans chercher à prouver quoi que ce soit. J'en connais un qui se reconnaît trait pour trait dans ce que tu viens de décrire, Jules. Mais il ne l'avouera jamais. Mais qu'est-ce que vous allez chercher? T'es pas fatigué, peut-être. Tu te plains jamais d'avoir des journées trop remplies. Et quand tu rentres éreinté, tu fais quoi? Eh ben, tu te précipites sur ta goutte et ton tabac. C'est ça pour toi être un homme? Il y en a qui noient leur complexe de supériorité et l'illusion de leur pouvoir dans l'alcool, le tabac et le jeu. Les uns remettent sans arrêt au lendemain ce qui n'assume plus. Les autres se dispersent, n'arrivent plus à se recentrer et se coincent dans leur refoulement. Permets-moi de te dire, Maurice, qu'on est bien loin du masculin sacralisé. On est plutôt sur du masculin sacrément blessé. Et toi là, la jeune donneuse de leçons, tu serais pas un peu dans le féminin blessé toi aussi? Ah bah, je suis désolé. Je voulais pas, moi. Ah, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Non, mais je sais pas ce que je veux faire avec ce petit. Son père n'en veut pas. Il a voulu me mettre dans les mains d'une tricoteuse, une faiseuse d'ange, quoi. Alors moi, j'ai pas voulu, alors il est parti. Parti? Mais où ça? Je sais pas, moi, chez sa maîtresse, sans doute. Il a dit qu'il en avait une bien mieux que moi. Il m'a traité comme une moitié rien. Cette espèce de salopard, je le connais. Et sans vouloir t'offenser, Fine, je me suis toujours demandé ce qu'une chic et belle fille comme toi pouvait bien faire avec un tir au flanc pareil. Non, mais ne juge pas, Jules. S'il sort de l'orphelinat, il n'a pas eu beaucoup de chance non plus dans sa vie. Avoir des circonstances atténuantes ne lave en rien ses manquements et l'affront qu'il t'a fait. Mais c'est vrai, ça! On n'engrosse pas sa femme avant de mettre les voiles avec une autre. Tu veux que je te dise, hein? Eh bien, tu ne mérites pas une seule malotru. Et si tu as besoin de petit, nous, on sera là. Pas vrai, Maurice? Mais bien sûr. On va pas te laisser dans la misère. On a trop d'affection pour toi. Même si parfois, tu cries un peu fort. Excusez-moi. Non, mais je suis nulle. Mais merci de votre sollicitude, ça me touche infiniment. Merci. Et tu sais, si tu as besoin, je suis là moi aussi. Bon, un petit café avant la reprise, Jules. C'est pas de refus, Gustine. Mais dis-moi, Phil, c'est quoi selon toi exactement le masculin sacré? Pour moi, qu'on soit homme ou femme, le sacré passe par la guérison, le respect de l'autre, le courage émotionnel, le soutien empathique, l'aide et le conseil avisé, la compassion, la sagesse. Tout ça? Eh bien, je suis pas rendu, moi. Et c'est pas tout. J'ajouterais la confiance, la justesse, la volonté, la lucidité, la connexion à la nature, l'équilibre, la bienveillance et la souveraineté. Je ne connais pas grand-chose, mais moi, je rajouterais une chose. Le pardon.
Ah ben, suffisamment pour avoir eu le temps d'admirer l'élégance de ta chorégraphie, mon amour. Ça te plaît? Beaucoup. C'est très sensuel, intime et pudique en même temps. Oui, je pense pouvoir intégrer ce passage à la Corée des seniors pour mon prochain gala. Et toi, ta journée? Pas trop stressée? Ah si. Figure-toi que, en plus de la pression qu'ils me mettent pour finir le programme prévu avant l'heure, ils veulent me foutre dans les pattes leur intelligence artificielle à la con, censée me faire gagner du temps en termes d'imagerie. Quand te décideras-tu enfin à quitter le sérail pour réaliser tes rêves, chérie? Bientôt, mais pour l'instant, il faut encore que je gagne ma vie. Quoi? Que tu gagnes ta vie? Mais tu l'as, ta vie. Elle est à toi. Alors bouffe-la, croque-la, mange-la, mais tu te rends compte l'ineptie de cette expression « gagner sa vie ». Non, mais je rêve, là. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit, mais moi je suis plus rationnel que toi. Je ne suis pas sûr que je puisse subvenir à nos besoins si je ne fais que ce qui m'anime aujourd'hui. Tirer suffisamment des revenus du modélisme dans le monde actuel, avec les catastrophes incessantes que l'on nous annonce et la baisse du niveau de vie, me semble utopique. Cesse d'écouter ce qu'on nous annonce. Mets-toi dans ta bulle, écoute ta petite voix intérieure, sinon tu risques de tomber malade. Et alors ça, pour le coup, ça me ferait pas rire du tout, chérie. Et ça me ferait pas rire du tout. Oh là là, trop mignonne. Non, mais écoute, arrête. Le problème avec toi, Olive, c'est que tu prends jamais au sérieux ce que je dis. Voilà, tu tournes toujours tout à la dérision. Pourtant, je suis médium quand même, je te l'ai prouvé à maintes reprises, mince. Oui, je sais. Tes prédictions se sont toujours avérées justes. Elles sont si réalistes, mais parfois, la réalité dépasse tellement la fiction que ça me fait peur. Hein. Allez, viens là, chérie. Viens t'asseoir à côté de moi, que je te fasse un gros câlin. Oh là 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 là. Bon, tu sais que notre couple commence à prendre de la bouteille. Il y a tout un tas de choses que je t'ai pas dites. Je crois que le moment est venu. Ah, mais tu vas pas encore rajouter des catastrophes à l'actualité. Non, elle se suffit à elle-même, rassure-toi. Non, mon chéri, il faut que je te parle de nous. De nous? Pourquoi? Il y a des choses que j'ignore nous concernant? Tu as un amant? Imbécile, va! Enfin, tu crois que je te prendrais, là, contre moi, dans mes bras pour t'annoncer que j'ai un amant? Ah, tu m'as fait peur. Encore? Justement, cesse d'avoir peur pour tout et pour rien, et rigole. Ah non, mais attends, tu sais que le rire est la plus haute vibration énergétique qui soit. Hein? Alors, si les gens le savaient, je t'assure, ils feraient moins la gueule, ils ressasseraient moins leurs vrais et faux problèmes, ils verraient la vie différemment, et surtout, chou, ils apprendraient à dire non. Très intéressante comme analyse, mais le rapport avec nous, c'est quoi? Alors, le rapport avec nous, c'est quoi? Si la vie est sacrée, c'est que nous, les humains qui sommes en haut de la pyramide terrestre, le sommes aussi. C'est le yin et le yang. Eros est Thanatos. Mais avant, je voudrais te dire quelque chose, parce que là, je sens que tu es un petit peu impatient. Écoute-moi bien. Les gens ne se rendent pas compte à quel point leurs intentions, leurs gestes, leurs paroles créent leur réalité, leur vérité à eux. Donc, si tu penses avec un sourire, l'univers te renvoie des bouquets de fleurs et des solutions. Si tu penses avec un rictus, il te renvoie des problèmes et des emmerdes. Et si tu es carrément malveillant, attention, l'effet boomerang te reviendra tôt ou tard. La vie est sacrée. L'univers a ses lois, mais il y en a une qui prime. Surtout, comme je venais de te le dire, la vie est sacrée. Les hommes et les femmes aussi. Tu trouves vraiment, Mag, que le comportement humain, de par le monde actuel, va dans le sens d'une sacralisation? Franchement, quand on voit l'actu, j'ai pas l'impression. Mais ton impression n'est pas la même pour tout le monde. Alors arrête de penser ça. C'est pour ça, tu vois, qu'il y a tant de divergences, d'opinions, de désaccords et finalement de guerres. Et même des sexes, tu vois, où les femmes se déconnectent de leur féminin sacré pour contrebalancer le pouvoir excessif de la jante masculine. Oui, certes, le bonnet phrygien, symbole de l'affranchissement dans la Rome antique et repris à la Révolution, a dès lors été porté sur les têtes des plus belles femmes françaises comme emblème républicain d'égalité et de liberté, que vous autres femmes en êtes encore au XXIe siècle à revendiquer. Ben oui, c'est vrai.
Ce symbole est d'une dérision telle aujourd'hui qu'il est finalement passé sur la tête du grand Schtroumpf. J'avais pas vu ça comme ça. Mais bon, le rapport avec nous... Ben j'y viens. Tu te souviens dans la grotte quand je t'ai raconté ce qui allait arriver à l'humanité? La grotte? Mais quelle grotte? Celle où nous étions ensemble il y a 13 000 ans. 13 000 ans? Oui. 12 000 ans? Oui. Et de quoi tu parles? Mais je te parle, chérie, de nos vies antérieures. De ce que nous avons vécu ensemble pendant ces vies-là et dont manifestement tu n'as aucun souvenir. Ah parce que toi tu en as. Tu te rappelles d'où nous venons, ce que nous faisions, où nous étions, etc., etc. Etc., etc. Oh là 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 là. Bon, écoute, je te répète, je suis médium. J'ai donc accès à tout un tas d'infos de l'univers et je peux même te rappeler assez précisément qu'un jour, autour d'un feu de camp, je t'ai raconté, je t'ai décrit à peu de choses près ce qui allait arriver à l'humanité. Ah. Oui. Et alors? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je peux même te dire, si tu veux savoir, comment nous avons été emportés, parce que j'étais déjà devineresse à l'époque. Et qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons été emportés par un gigantesque déluge. Incroyable. Tu sais, un petit peu comme celui décrit dans l'Ancien Testament. Mais nous sommes revenus, ah oui, de nombreuses fois. Ensemble ou pas, mais peu importe. La vie est sacrée. Et les hommes et les femmes aussi, à condition expresse qu'ils préservent leur âme. Incroyable, nous en sommes revenus. Oui. Bon, d'accord. Le masculin et le féminin sont sacrés. Oui. Mais pour tout le monde? Les cons aussi? Ah ben oui. Les cons aussi. D'ailleurs, ne dit-on pas, lui c'est un sacré con ou un con sacré, c'est selon. C'est pas faux cela. Et comme le dit Pierre Perret dans sa chanson, si la race des cons n'est jamais éteinte, c'est que la mère des cons est toujours en feu. Il a osé employer le mot race. C'est très mal ça, monsieur Perret. Ah non, c'est pas bon. Oui, on en est là. Le mot race est devenu un gros mot. Alors maintenant, il faut dire espèce à la place. Ah ben remarquez, espèce de con, ça marche aussi chez lui. Ah oui. En parlant de con, j'ai vu Fabrice ce midi à la cafette. Tu sais, mon ancien pote de fac avec qui parfois je vais courir. Ah oui, tu veux dire celui qui est marié avec Stéphanie et qui pratique l'échangisme. Voilà, c'est ça, je vois que tu as gardé les meilleures références. Mais tu sais ce qu'il m'a dit? Attends, je suis peut-être médium, mais j'ai pas ma boule de cristal à potin, donc... Eh bien, il m'a presque engueulé parce que mon coup de fil les a dérangés dimanche dernier au lit. Ce couillon m'a traité d'empêcheur de baiser en rond. Oh, c'est pas vrai. Alors tu m'as répondu quoi? Ben rien, j'ai pas relevé, c'est trop bas pour moi. Oh ben t'es trop bête. Alors moi je lui aurais dit, non mais attends, si t'arrives pas en rond et c'est en carré, normal pour des échangistes. Bon, d'accord, pour en revenir à notre sacralité, alors le sexe aussi c'est sacré? Ben disons la sexualité, oui. Le sacré passe autant par la personnalité de chaque individu que par la relation de couple. Et dans une relation de couple bien construite et pérenne, l'âme-cœur devient l'âme-sœur, tu vois. C'est le mariage du yin et du yang, du elle et du il. Mmh. Mais bon, il doit bien y avoir des différences entre ce yin et ce yang qui, si j'ai bien compris, sont les énergies masculines et féminines au sens asiatique du terme. Ah oui, évidemment. Mais alors attention, parce que tu vois, être un homme ne signifie pas n'avoir que du yang, énergie masculine et énergie martienne, et une femme que du yin, énergie vénusienne. Donc tu vois, c'est pas pareil. Ouais, je viens de comprendre l'expression populaire, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Ah oui, mais alors attention, parce que l'énergie martienne est plutôt d'ordre électrique, alors que l'énergie vénusienne est plutôt d'ordre magnétique. Et ça se manifeste comment, concrètement? Attends, tu veux dire au niveau des différences corporelles ou de l'esprit, de l'âme ou de l'esprit mental et égotique? Oui, en clair, qu'est-ce qui distingue les deux énergies du il et du elle? Bon alors attends, au niveau corporel, les différenciations sexuelles sont assez nettes, chérie, quand même, hein? Tu vois bien, enfin, la carrure, la largeur du bassin, l'appareil génital, les seins, la pilosité, tout le tralala, enfin, tu vois chérie quand même. Oui, c'est vrai que nous les mecs, on a des poils. C'est pour ça que l'on s'épile.
on s'épelle dans un autre contexte, cela voudrait rien dire. Ok, bon alors je vois, donc écoute, on va de suite passer au niveau mental et égotique. Donc en général, hein, l'homme est plutôt égocentré, tu vois, tourné vers l'obscurité, à faire le tour de son nombril. Alors que les femmes, plus ouvertes et tournées vers la lumière, vont faire un tour avec leur ombrelle. T'as vu, chérie? Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je voyais pas ça comme ça. Mais en fait, je suis quand même d'accord pour dire que nous, les hommes, on est plus bagarreurs. C'est vrai que nous, on sort les missiles quand vous sortez les missels. On sort les fusils quand vous sortez les poubelles. Ok, je reconnais, il y a des différences. Par exemple, on dit le pistil et pas le pistel, je sais. Ah là là. Les femmes sont plus charnelles, plus sexuelles. On dit rouler une pelle, pas une pile. Tu connais l'expression le sexe à pile, hein? Alors, on dit le sexe à pile et pas le sexe à pelle. Ou alors, c'est du sexe à la pelle, alors là, ça n'a plus rien de sacré du tout. Vous êtes des célestes, vous avez des ailes. Nous sommes des terriens, on préfère les îles. Oh, c'est beau ça! Bon, puisque tu as pu voir où nous en serions dans 12 000 ans, qu'adviendra-t-il des 12 000 ans à venir? L'ère du lion régnera. Le soleil sera au zénith de l'âge d'or retrouvé et la terre, à l'apogée de sa 5e dimension, aura redoré son blason. Mais la majorité des âmes présentes aujourd'hui l'auront définitivement déserté pour d'autres horizons. Et concernant l'âme, quelle différence entre le yin et le yang? L'âme est un ange. Un ange! Et c'est bien là d'ailleurs tout l'enjeu de notre existence, de notre être profond, de notre salut. On se réincarne indifféremment en tant qu'homme ou femme, et chacun sait que les anges n'ont pas de sexe. Mon chou. On s'en excuse, on a eu beaucoup d'avance. Un micro, s'il vous plaît.
avons eu le plaisir de jouer pour vous ce soir. Malgré certaines avaries, vous avez pu le constater, nous avons quelques soucis techniques. Eh bien, la pièce que nous avons jouée devant vous ce soir a été mise en scène par 3 metteurs en scène, que sont Hélène Neveu, ici présente, Martin Loisillon pour la partie parisienne. Il n'est pas présent ce soir, mais il a formé 4 garçons dans le vent. Et puis nous avons eu le concours aussi de quelqu'un qui est probablement dans cette salle, qui s'appelle François Baleineau, qui nous a beaucoup aidé. Merci à tous les trois. Alors, cette pièce a été jouée par Fernanda Dieu. Nicole Ritter, Nicolas Chopin, Francis Roger, Anne-Laure Pétienne, François Métriche, Laura Godin, Xavier Vitesse, Marie-Noël Warma, Valérie Lavelle, Pascal Abelagala, Régine Juliette de la Palma, Jérôme Peck, Hélène Neveu. Et votre serviteur. Hélène, mais on a oublié quelqu'un. Ben oui, on a oublié quelqu'un. Mais le rôle principal, on l'a oublié. Mais c'est Dieu! Dieu! J'ai perdu mon chapeau. Je ne sais pas où est mon chapeau, mais je suis sûr que vous allez le retrouver et que vous n'allez pas l'oublier. Et vous allez le remplir surtout. Alors, je voudrais quand même encore ajouter quelque chose. Cette représentation n'aurait pas été possible sans l'aide, le soutien de 4 personnes qui se sont occupées des décors, comme vous avez pu le remarquer pendant toute la scène. Donc, j'appelle Jérôme Maury, j'appelle Julie Monod, et j'appelle Patricia et Olivier Constantine. Applaudissez-les parce que c'est un grand travail qu'ils ont effectué. Alors, à la technique, nous avons
car c'est lui qui a fait tout l'éclairage. Et puis, il est très modeste, il ne vous le dit pas, mais c'est quand même lui qui a fait tous les décors que vous avez pu voir, les décors projetés, et tout le montage, qui est très bon travail également. Voilà. C'est Christophe. Oui, toutes les personnes, j'espère. Non, je crois pas. Il peut-être ici, il y a encore une personne que je n'ai pas citée, c'est Claire Chiron. Et Claire aussi, la femme de Pierre. Oui, Claire Chiron, c'est ce que je dis. Voilà. Il est quelque part par là. Ouais. Et si François est dans la salle, il peut monter aussi sur la scène. Claire. Et si François est dans la salle, François. Voilà. Donc Claire nous a beaucoup aidé dans la mise en scène. Et puis François, voilà, François qui nous a beaucoup aidé dans le l'action d'acteur. Voilà. Merci infiniment à vous tous. Donc si le texte de l'exercice vous a plu, ou si quelques détails vous ont échappé, vous en avez le texte comme on vous l'a indiqué tout à l'heure et vous pouvez l'acheter. Voilà. Merci beaucoup.